Cette opinion repose sur de très nombreuses observations faites par des témoins oculaires dignes de foi, de traces découvertes sur des sites d'atterrissage ou de face-à-face avec des êtres extraterrestres. Depuis 1947, les spécialistes des ovnis s'intéressent à cette question. À l'époque, le pilote Kenneth Arnold voit apparaître dans son champ de vision un étonnant groupe d'aéronefs, les premières soucoupes volantes. Par la suite, des observations identiques ont intrigué des centaines de milliers de témoins. Qui aurait pu concevoir, construire et piloter ces engins mystérieux? Que viennent-ils faire sur la Terre? Selon une opinion très répandue aujourd'hui, un incident survenu pendant l'été de cette même année aurait dû permettre de résoudre définitivement le mystère des soucoupes volantes. Nous savons qu'une sorte d'engin extraterrestre s'est écrasé dans le Nouveau-Mexique en juillet 1947. D'après les témoins qui étaient sur place, cet engin n'avait rien d'un véhicule construit sur Terre. On a tout lieu de croire que les cadavres et les débris métalliques ont été mis sous séquestre par les autorités militaires. Si cette histoire est authentique et tout nous porte à croire qu'elle l'est vraiment, il serait évident que notre gouvernement, pour une raison ou pour une autre, a décidé que le public ne saurait jamais la vérité. Vous n'aurez qu'à vous procurer quelques livres dont les auteurs ont épluché la législation sur la liberté de l'information pour demander la levée du secret observé par le gouvernement américain sur des renseignements qu'il doit communiquer dans leur intégralité à ceux qui ont des motifs de mettre en doute sa bonne foi. Comme on a refusé de dévoiler qu'il s'agissait de créatures extraterrestres, qui au juste est au courant de la vérité? Il existait un groupe de personnes, une sorte de comité des sages, qu'on a appelé le MAGI, le Magic 12 ou le MJ12. Cet organisme a été, semble-t-il, constitué assez tôt, en 1947 ou en 1949. Son rôle consistait à s'occuper de ce problème, à l'étudier et à définir les politiques à suivre pour faire face à la situation et pour savoir comment affronter la réalité des extraterrestres et de leur implication dans notre vie. Un organisme du genre est encore très actif aujourd'hui. Ce n'est plus le MJ12, c'est littéralement une agence multinationale, une agence multiforme, une organisation internationale qui s'efforce de faire le silence autour de la question et d'exercer un contrôle sur la diffusion de l'information pertinente. Les raisons qui incitent le gouvernement et la NASA à faire le silence sur la situation sont à mon avis très nombreuses. Je crois toutefois qu'une raison l'emporte sur toutes les autres. Et il faut se reporter aux conclusions du rapport Brookings qui date de 1961. La NASA avait demandé aux stratèges de Washington de prévoir ce qui arriverait si on trouvait sur notre planète des objets fabriqués par des extraterrestres ou des extraterrestres. D'après ce rapport, le programme d'exploration spatiale était susceptible de conduire à une confrontation directe avec une forme d'intelligence extraterrestre. Ils ont informé le Congrès qu'une telle rencontre plongerait inévitablement notre monde dans le chaos. Quand une société plus avancée entre en contact avec une civilisation inférieure, cette dernière est automatiquement absorbée par celle qui dispose de la technologie la plus avancée. Ce serait la fin de nos religions et de nos gouvernements. C'est une situation dont les responsables de nos institutions ne voulaient pas. Ils ont tout mis en œuvre pour dissimuler tout ce qu'ils savaient sur les extraterrestres. Le mensonge et la dissimulation risquaient littéralement de saboter notre processus constitutionnel. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai pris le parti de parler ouvertement et de violer les dispositions de mon serment d'office. Cette histoire est-elle authentique? Pourquoi ce terrible secret? Est-il possible qu'on ne veuille tout simplement pas ébruiter le fait que la Terre n'est pas le seul endroit où une forme de vie intelligente a pu se développer? On devrait, à mon avis, initier tranquillement le public à une vérité selon moi très acceptable. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il s'agit d'une réalité qui peut influencer l'existence de tous ceux qui vivent sur cette planète. C'est dire qu'il est crucial que les gens s'intéressent à cette question et que le gouvernement commence à nous dire la vérité. Théoriquement, on peut concevoir que les ovnis ont été construits avec des matériaux qu'on ne trouve pas sur Terre.
Nos connaissances en matière d'exploration spatiale prouvent que des vaisseaux effectuant des voyages interplanétaires devraient résister à des pressions inouïes et à d'incessantes radiations. Reportons-nous aux nombreux témoignages qui décrivent les débris retrouvés au Nouveau-Mexique en juillet 1947. En dépit de leur minceur et de leur fragilité apparente, ces débris ont résisté à toutes les tentatives visant à les endommager d'une manière ou d'une autre. Si l'histoire est authentique, aucun matériau terrestre ne possède de telles caractéristiques. D'après de nombreux témoignages, les performances des ovnis sont loin d'être à la portée de nos ressources technologiques. Nous sommes parvenus à la conclusion que nous avons affaire à une forme d'intelligence multidimensionnelle. Cette notion est très dérangeante pour certains. À mes yeux, elle est excitante, mais elle dérange des tas de gens. Pour la Terre, des envahisseurs multidimensionnels seraient particulièrement redoutables. De tels êtres pourraient se déplacer sans effort à travers des éléments solides, une perspective qui suscite une polémique scientifique. Un tel concept est-il recevable? Faut-il le prendre au sérieux? En lui-même, ce concept, si on le compare aux notions véhiculées par la physique traditionnelle, celle de Newton et d'Einstein, est totalement révolutionnaire. Les observations d'OVNI ont donné lieu à d'innombrables rapports. Décrivent-ils toujours le même genre de véhicule et des voyageurs du même type physique? Ces rapports sont-ils fiables? Ont-ils été vérifiés? Les témoins ont-ils vraiment vu des extraterrestres? Si oui, ces créatures ont-elles une origine ou une mission commune? Ou faut-il établir des distinctions entre des races et des objectifs différents? Ce sont les prochains sujets que nous nous proposons d'aborder avec vous. Est-il possible, après tout, que ces histoires de face-à-face avec des créatures extraterrestres ne soient rien de plus que des hallucinations d'individus à l'imagination débridée? Il n'est pas possible de rejeter des milliers de témoignages qui, depuis des décennies, font état d'observations visuelles précises. Les dessins que nous avons étudiés et comparés montrent que le dessin qui provient d'un témoin qui vit en Californie ressemble à celui qui a été réalisé par un résident de Pennsylvanie ou du New Jersey. Ces gens ne se connaissent pas et ils sont parfaitement étrangers les uns aux autres. Et si vous regardez ces dessins dont l'exécution s'étale sur des décennies en vous demandant s'ils obéissent à un principe général, vous découvrez qu'ils représentent des êtres gris qui se ressemblent. Si des termes comme Kleenex ou Xerox sont passés dans l'usage, il faut aujourd'hui leur adjoindre les gris. Pourtant, de nombreux témoins dignes de foi ont affirmé avoir vu des extraterrestres très différents les uns des autres. Les extraterrestres qui nous visitent n'appartiennent pas à un modèle unique. La réalité est plus complexe et ils semblent avoir des origines et des compétences très diverses et très étendues. D'après ma propre expérience, je peux parler de deux races distinctes. D'après mes recherches, je sais qu'on a signalé un plus grand nombre de types physiques différents. Des témoins ont décrit ces créatures comme des êtres hybrides, à moitié humains et à moitié extraterrestres. D'autres extraterrestres ressemblent à des reptiles. Ils ont des yeux dont la pupille est verticale. Les créatures que j'ai vues de mes propres yeux ressemblaient à des mantes religieuses. Un autre groupe est constitué par des créatures de 2,40 mètres de hauteur, très pâles et complètement chauves. Ce sont des êtres humanoïdes de grand format. Nous pourrions avoir affaire à une douzaine de groupes différents et peut-être plus. Nous n'en savons rien. N'aurions-nous pas une preuve plus concluante si tous ceux qui affirment avoir vu des extraterrestres donnaient de ceux-ci une description cohérente? Généralement, les descriptions d'extraterrestres correspondent à un type physique particulier dans 85% des cas. La très grande majorité des témoignages font état de petits êtres gris qui mesurent à peu près 1,20 mètre, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Si nous avions la même description d'un extraterrestre, ne pourrions-nous pas dresser le portrait robot de la race d'extraterrestres qui fréquente notre planète avec le plus d'assiduité? Ils ont de très grosses têtes. Pas de cheveux, pas de véritable nez, pas d'oreilles, et leur bouche est une toute petite fente. Leur menton est mince et pointu. Leur corps et leurs membres sont très frêles. Leur cou plutôt long et si frêle que souvent les gens se demandent comment il peut supporter une aussi grosse tête. Ils ont de grands yeux noirs surdéveloppés en forme d'amande.
Leurs yeux sont obliques ou horizontaux et surdéveloppés. On a noté quelques variations. Leurs doigts étaient longs et disproportionnés, la plupart d'entre eux avec 4 doigts, et quelquefois 3 ou 5. En général, ils avaient 4 doigts et pas de pouce opposable, comme c'est notre cas. 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, pas plus. Il existe des conditions minimales de survie et d'après ce que nous voyons, elles sont réunies dans ce type de créature. Dans le milieu des ufologues, on raconte qu'une source anonyme, probablement un fonctionnaire du gouvernement fédéral, aurait remis à Stringfield un dossier ultra confidentiel. Ce dossier renfermait tous les documents relatifs à l'autopsie d'un extraterrestre dont le cadavre aurait été retrouvé dans les débris d'un ovni. Peu avant sa mort, en 1994, Stringfield a enregistré ses commentaires sur le contenu du rapport d'autopsie qu'il avait eu entre les mains. L'examen du corps d'un extraterrestre montre que sa tête est grosse, très grosse selon les normes humaines habituelles. Ils sont dépourvus de poils et de follicules pileux. Ils n'ont pas de lobe d'oreille. Ils n'ont pas un nez comme les êtres humains. Leur bouche est une fente de 25 mm. Une fois de plus, les pièces du puzzle s'imbriquent à la perfection. Nous aimerions pourtant obtenir un certain nombre de précisions. Que viennent-ils faire sur la Terre? Possédons-nous quelque chose d'intéressant pour eux? Sont-ils considérés comme dangereux par nos gouvernements? De quel pouvoir d'intervention disposons-nous? Est-il possible de savoir quelles sont leurs intentions? Ce sont les prochains sujets que nous nous proposons d'aborder avec vous. D'après certains experts, c'est le gouvernement qui refuse de faire la lumière sur les êtres gris. Mais il semble bien que ces derniers aient également refusé de faire toute la lumière sur eux-mêmes. D'après les récits des témoins, les êtres gris n'ont jamais donné la moindre indication sur leur motivation. Je me souviens de l'histoire qu'un petit garçon m'a racontée. Il m'a dit, quand il s'adresse à moi, ses lèvres ne bougent pas. Et il a ajouté, il peut entendre toutes mes pensées. C'était une merveilleuse description de la communication par télépathie. D'après le témoignage de centaines de personnes enlevées par des extraterrestres, ces derniers n'ont pas, semble-t-il, besoin de mots pour nous faire comprendre ce qu'ils sont venus faire sur la Terre. Dans toute la question des ovnis, le problème des enlèvements est le plus difficile à expliquer. Je suis d'avis que certaines personnes ont bien été enlevées, comme elles l'ont elles-mêmes affirmé. Si ces rapports sont exacts, un peu partout à travers le monde, des êtres humains sont enlevés contre leur gré et conduits dans des ovnis où on les soumet à un examen qui ressemble beaucoup à une visite médicale. Ce détail est-il révélateur des préoccupations des êtres gris? On dirait qu'ils ont des préoccupations scientifiques et qu'ils cherchent à recueillir des données sans trop se soucier des chocs émotionnels qu'ils provoquent chez leurs victimes. Ils agissent comme nos propres savants qui arrachent un chimpanzé à son milieu naturel pour lui agrafer une étiquette sur l'oreille avant de le relâcher dans la nature pour observer ses réactions. Sommes-nous soumis par les êtres gris à une surveillance comparable à celle que nous exerçons sur les créatures inférieures de notre propre univers? De nombreux experts sont aujourd'hui convaincus que les objectifs des extraterrestres ne sont pas exclusivement d'ordre scientifique. En quoi l'humanité peut-elle intéresser une race supérieure capable de voyager d'une étoile à l'autre grâce à une technologie largement supérieure à la nôtre? La raison de leurs interventions auprès des humains est basée sur le fait qu'ils effectuent certains prélèvements. Sur certaines personnes, ils ont prélevé du sperme et des ovules. Les extraterrestres chercheraient-ils à se procurer du matériel génétique humain? Et si oui, pourquoi? Est-il possible que l'intérêt que les extraterrestres portent à la Terre ne soit dicté que par des considérations d'ordre génétique? Est-il possible que, pour des raisons inconnues, ils viennent opérer certains prélèvements sur des êtres humains? Ce genre de choses n'est pas aussi invraisemblable qu'on pourrait le penser. Nous avons l'impression que la création d'êtres hybrides est l'une des principales justifications de ces enlèvements, mais nous ne savons pas au juste pourquoi. Il semble clairement établi que ce programme d'hybridation, si on veut l'appeler comme ça, débouche sur la production de créatures très semblables à des êtres humains.
Il est également très possible que si les extraterrestres peuvent prélever sur une femme un ovule fertilisé ou un embryon pour qu'il se développe dans leur propre univers, et au lieu d'un être hybride, ils pourraient utiliser des embryons 100% humains qu'ils amèneraient à terme. Ils pourraient ainsi élever un enfant 100% humain dans un environnement extraterrestre, et si celui-ci est appelé à intervenir sur la Terre, personne ne pourra le différencier d'un humain. Robert Dean, un ex-officier des services de renseignement, affirme que, pendant son service actif, il a acquis la conviction que l'armée avait identifié 4 races différentes d'extraterrestres en visite sur notre planète, et l'une d'elles avait une apparence parfaitement humaine. Ces 4 groupes d'extraterrestres avaient tous des traits humanoïdes, mais l'un d'entre eux était totalement humain. Je m'en suis amusé parce que c'était le sujet qui tourmentait le plus les généraux et les amiraux. L'idée que l'une de ces intelligences supérieures pouvait être assise tout près de vous dans un avion, au restaurant, au théâtre, et vous ne le saurez jamais. Que faut-il penser des autres types d'extraterrestres mentionnés dans plusieurs témoignages? Sont-ils associés de quelque manière aux activités des êtres gris? Dans un petit nombre de cas, les témoins n'ont pas vu que des êtres gris. Ils ont aussi vu des êtres qui ressemblaient à des reptiles ou à des insectes. Le problème, c'est que ces êtres semblables à des reptiles ou à des insectes ont toujours été vus en compagnie des êtres gris. Même s'ils avaient l'air d'être différents, ils avaient tous les mêmes objectifs. Et, en dépit de plusieurs témoignages les concernant, nous ne savons pas trop ce que nous devons en penser. Il n'existe pas la plus petite preuve qu'ils cherchent à nous aider ou à nous nuire. Nous ne croyons pas qu'ils viennent ici pour nous faire du mal, pour nous tuer ou nous manger. Ou pour s'emparer du monopole du commerce des automobiles. Nous croyons qu'ils viennent ici pour des raisons cliniques. Ils ont un programme qui, d'après moi, consiste à se livrer sur nous à une sorte de cueillette, comme on moissonne ou comme on exploite un troupeau. À leurs yeux, nous sommes un produit très utile. Ils prélèvent sur nous des éléments purement physiques, mais aussi des éléments de l'ordre des émotions et de l'énergie. Je ne pense pas qu'ils soient très généreux en retour. C'est une relation à sens unique. Nous sommes en présence d'un phénomène qui, dans l'état actuel de nos connaissances, est incompréhensible. Il est facile de dire que les cachotteries et la ruse sont condamnables. C'est même trop facile. Si nous refusons de nous y intéresser, nous risquons de passer à côté de l'événement le plus important de ces prochaines années. Actuellement, nous disposons d'un trop-plein d'informations. Nous avons accumulé une impressionnante masse de connaissances sur ce sujet. Toutefois, dans un avenir prévisible, nous serons en mesure de faire toute la lumière sur ce phénomène et les ovnis n'auront plus de secret pour nous.